Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et ce podcast est consacré aux disparitions mystérieuses et paranormales. Mais avant de continuer, je voulais vous rappeler que samedi 20 juillet, donc le samedi qui vient, j'organise un webinaire sur le thème de la possession. Ce webinaire est en direct de 18h à 22h et il reste encore quelques places. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire en direct. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le premier lien juste en dessous de ce podcast. Il y aura, et donc vous n'aurez plus qu'à suivre la procédure pour vous inscrire. Et n'hésitez pas à vous inscrire, d'autant plus que ce webinaire est à un tout petit prix. Alors, c'est un webinaire qui est censé durer 4 heures, mais vu la qualité des questions, la qualité aussi des interventions qu'on a eues les 2 derniers webinaires, prévoyez 1 voire 2 heures de plus. Donc, prévoyez vraiment de 18 heures à au moins 23 heures. Donc, sachez également que juste avant le début du webinaire, dans les 10 premières minutes du webinaire, je ferai un point sur un petit peu l'actualité ésotérique et notamment des événements récents qui ont eu lieu et qui concernent tout le cirque de la politique et de la géopolitique. Donc voilà, pour vous dire cela. Et sachez également que le, que le dimanche 21 juillet, donc le lendemain du webinaire, j'organise une visite guidée, conférence en plein air à Paris sur le thème des mensonges du darwinisme et sur les animaux mystérieux. Donc, il reste encore 1 ou 2 places. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Pour nous envoyer un mail, je mettrai, ça sera le deuxième lien. Vous découvrez le programme de cette visite guidée conférence et vous nous envoyez un mail. Et c'est une visite guidée conférence qui est vraiment à un tout petit prix et qui dure de 14h à 19h. Alors, sachez que le samedi 3 août 2024, j'organise à Paris une conférence en présentiel. Et la conférence en présentiel est totalement indépendante de la visite guidée conférence en plein air. Le thème de la conférence en présentiel du 3 août est les mystères de la Terre. Donc c'est une conférence qui aura lieu à Paris de 12h à 18h et en présentiel. Et si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, d'autant plus que la conférence est à un tout petit prix. Donc, je mettrai le programme de la conférence du 3 août, ça sera le troisième lien en dessous de ce podcast. Et si ça vous intéresse, vous nous envoyez un mail pour confirmer que vous venez, pour qu'on puisse prévoir le nombre de places dans la salle. Alors, sachez également que vous pouvez nous envoyer vos témoignages à propos d'expériences paranormales, que ce soit des rencontres rapprochées, des expériences d'abduction, des expériences de contact avec des décédés, des expériences de glissement temporel, des expériences de rencontres avec des cryptides, des animaux mystérieux. Vraiment, n'hésitez pas, parce que c'est par vos témoignages qu'on peut vraiment avancer et tirer des conclusions. Et je tenais à remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé leurs témoignages, leurs réflexions, leur analyse à propos des thèmes qu'on a abordés. Ça nous a vraiment beaucoup aidé, ça nous permet vraiment d'avancer. Donc, si vous avez un témoignage, vraiment, n'hésitez pas à nous en faire part. Et maintenant, sans plus attendre, place au podcast. Et le thème de ce podcast est les disparitions mystérieuses.
Donc on ne va pas parler des disparitions liées au réseau satanique et tout cela. Ça, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts. Euh, j'ai fait aussi une enquête avec NAG sur la thématique qui devrait sortir dans les jours qui viennent. Donc, on ne va pas parler de ça. Nous, on va parler des disparitions paranormales, dans le sens où il n'y a aucun facteur humain, ou si facteur humain il y a, c'est vraiment lié à cette collaboration entre le CNI et les entités non humaines. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les disparitions mystérieuses, c'est un phénomène qui est multifactoriel. C'est un phénomène qui est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Rien qu'en France, il y a plusieurs dizaines de milliers de disparitions mystérieuses chaque année, selon les chiffres officiels. Aux États-Unis, c'est vraiment la même chose. Ces disparitions mystérieuses concernent toutes les catégories de la population, tous les âges. Et le phénomène est tellement important que David Paulides, un ancien policier américain, a écrit une série de 7 ou 8 bouquins de plusieurs centaines de pages, je crois que c'est 300 pages chaque bouquin, qui recense des cas de disparition aux États-Unis et au Canada essentiellement, mais aussi dans le monde entier. Et Paulides ne touche qu'à la partie immergée de l'iceberg, parce que matériellement, c'est impossible d'enquêter sur, un phénomène qui est aussi étendu. En France, je vous conseille les podcasts, la chaîne de Virgile Corday, qui fait un travail sur les cryptides et sur les disparitions. C'est un travail remarquable et c'est quelqu'un que j'ai eu la chance d'interviewer il y a 1 an et demi à peu près. Et c'est vraiment quelqu'un d'ouvert d'esprit, de sympathique et de sérieux. Donc, je vous conseille vraiment la chaîne de Virgile Corday qui s'appelle Connexion Mystère. Je vous conseille également la chaîne de Lionel Camille, où il y a quelques enquêtes très intéressantes, même si Camille peut être parfois extrêmement frileux à propos du sujet. Il étudie ça de manière passionnée. On sent que c'est vraiment quelqu'un qui est impliqué dans ce qu'il fait et tout. Donc je vous conseille de jeter un coup d'œil sur ce qu'il fait et sur la chaîne de Victoria Charlton. Donc c'est une jeune Canadienne qui travaille également sur ce sujet et qui fait un travail remarquable et très intéressant. Donc vraiment, je vous conseille de jeter un œil sur sur ces différentes chaînes YouTube pour vraiment comprendre un petit peu le phénomène des disparitions. Et il y a des disparitions qui sont liées à la nature même de notre réalité. En gros, on est dans une réalité qui fonctionne comme une simulation. Et dans cette réalité, euh, le passé, le présent, le futur, autrement dit, le temps n'existe pas. Le temps est lié à la technologie des entités sans âme. Et parfois, comme dans toute simulation, il peut y avoir des espèces de bugs dans la matrice ou bien dans, parce que les entités sans âme jouent avec nous, elles nous considèrent comme des pions. Elles peuvent déplacer quelqu'un à une autre époque. Et dans ce cas-là, la personne disparaît dans cette réalité. Et je vais citer un cas qui a eu lieu aux États-Unis il y a quelques années. Et ce cas montre très bien des exemples de disparition. C'est un jeune garçon euh, qui avait 13 ans et qui avait l'habitude de jouer dans la forêt, quelque part sur la côte est américaine, très probablement
très probablement en Virginie ou dans un autre État du Nord-Est. Et ce garçon avait l'habitude de jouer dans la forêt. Et comme tous les jeunes, il aimait un petit peu explorer des endroits inconnus. Et ça se passe à l'époque récente, ça se passe peut-être il y a 10 ou 20 ans, donc c'est un cas qui est tout à fait contemporain. Et des cas comme ça sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense. Un jour, par une journée orageuse du mois d'août, il décide de partir jouer dans la forêt. Et là, quand il sort, il y a un chemin, un sentier qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Donc il se dit que c'est extrêmement bizarre et il se dit bah, je vais suivre le sentier. Et là, il commence à suivre le sentier et il ressent une sensation de malaise, comme une sensation d'électricité, de l'électricité qu'il pique un petit peu partout. Et beaucoup de distorsion de temps, de manipulation du temps. Il y a des phénomènes électriques qui se produisent. Pourquoi? Parce que cette simulation est de nature électrique. Donc là, on rentre dans des thèses comme la théorie de l'univers électrique qui vaut vraiment le coup d'être étudiée, qui montre que notre univers fonctionne comme un espèce de générateur d'électricité. Et effectivement, cette simulation semble être basée sur l'électricité. Autrement dit, les interactions électromagnétiques seraient les principales forces. Et quand il y a un bug dans la simulation, ou quand il y a une manipulation du temps par les entités sans âme qui tirent les ficelles derrière la simulation, très souvent il y a des effets électriques qui se produisent. Donc ce garçon commence à ressentir une espèce d'électricité, une sensation comme quand on est dans un champ électrique, comme un peu quand on passe un peigne le matin, quand on se brosse les cheveux. Très souvent on passe le peigne, si on met le peigne à proximité de la peau, il y a cette sensation électrostatique. Mais il n'en tient pas compte, d'autant plus qu'il y a un orage qui se prépare. Et là, le garçon commence à remarquer qu'il y a des gens, mais c'est des gens extrêmement bizarres. C'est des gens qui sont habillés en habits du XVIIe siècle. Ce sont des gens qui sont extrêmement sales, mais vraiment sales, et qui ont des visages tristes. Et certaines des personnes sont conscientes qu'ils soient là, d'autres ne sont pas conscientes. Donc, mais il y a des gens qui sont conscients et qui le regardent vraiment bizarrement, comme si, comme si lui était un fantôme pour eux. Et lui, il les regarde bizarrement aussi, parce qu'il se rend compte que leurs habits ne correspondent pas du tout à notre époque. Et là, il arrive il arrive à un village et le village est complètement hors du temps. Les gens vivent comme au XVIIe siècle, comme au temps des premières colonies anglaises. Ils voient des chevaux dans les rues, des maisons sales et décrépites. On ne peut même pas parler de rue du reste, on parle de chemin en terre et des gens vraiment habillés comme dans Pocahontas, vraiment comme les Anglais dans Pocahontas, comme les premiers, comme les premiers colons anglais installés en Amérique. Et les gens le regardent avec méfiance et tout ça. Et lui, il commence à prendre peur. Il se dit, il se passe quelque chose et il rebrousse chemin. Et là, les gens le fixent de plus en plus, donc il se met à courir, il court, il court, il court, et, et heureusement, il réussit à sortir de cette bulle temporelle. Et lui pense être parti pour demi-heure, mais quand il arrive chez lui, il fait nuit et il y a un énorme orage. Et ses parents
sont en train, et ses parents, quand il arrive chez lui, l'engueulent énormément, lui disent on allait appeler la police, tu devais rentrer il y a 3 heures, tu as 3 heures de retard, c'est complètement fou ce que tu fais, et tout ça. Donc il ne leur parle pas de son expérience, mais pour lui, il est passé dans une autre époque. Alors, moi je pense qu'il est passé physiquement dans une autre époque, comme en témoigne la distorsion du temps, facteur très important. Euh, il est passé aussi physiquement dans une autre époque ou dans une autre timeline euh, au XVIIe siècle parce que, parce que les gens étaient conscients de lui. En tout cas, certaines personnes étaient très conscientes de sa présence et il leur faisait peur. C'est un peu le cas de la famille Perron. La famille Perron vivait dans une maison aux États-Unis qui était posée sur un vortex et donc il y avait des phénomènes de hantise, mais aussi des phénomènes de glissement temporel. Et un jour, Madame Perron, en 1970, voit dans sa salle à manger des gens en train de prendre le repas. Mais ce sont des gens en habit 19e siècle. Et elle est effrayée, et les gens en habit 19e siècle sont effrayés parce que, euh, parce que quand ils voient Madame Perron, ils sont effrayés. Donc il y a vraiment une interaction physique. De même, le fait qu'il ait disparu et tout ça montre qu'il a été physiquement dans un autre temps. Simplement, simplement, il était au bord de rentrer dans l'autre temps. Il était en fait aux confins entre notre époque et l'autre époque, même si on ne peut pas parler d'époque puisque tout est simultané. Il était aux confins ou de deux timelines ou de deux époques. Et j'utilise des mots simples. Est-ce que c'était voulu par les entités sans âme qui jouent avec nous ou est-ce qu'il s'est retrouvé dans un espèce de bug de la matrice? On ne peut pas vraiment savoir. Mais toujours est-il qu'il s'est retrouvé physiquement à une autre époque. De même, Madame X, qui a passé un an dans une timeline alternative où les entités sans âme s'étaient déjà inclus dans cette réalité et s'étaient déjà présentés comme des faux sauveurs externes et où le transhumanisme était déjà en place et tout ça, euh, elle a expliqué que avant qu'elle se retrouve dans l'autre timeline, euh, elle voyait sa peau briller et elle sentait comme un courant électrique la traverser. En plus, c'était juste après la pause d'un compteur Linky. Donc, est-ce que c'est lié à la pause du compteur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était après la pause d'un compteur Linky. Donc, on peut se poser la question, est-ce que la pause du compteur a provoqué une déformation électrique? Une, est-ce que c'est une coïncidence? Mais toujours est-il qu'il y a ce lien avec l'électricité. Donc Madame X a passé un an dans cette timeline alternative. Je décris son expérience dans notre livre Les marionnettistes, mais elle décrivait qu'au début de l'expérience, sa peau brillait et il y avait cette sensation d'électricité. Là aussi, l'expérience de Madame X dans une autre timeline ou dans le futur, elle s'est vraiment, vraiment confirmée par le fait que pendant un an, les impôts ont perdu sa trace. Et pendant un an, sa tante, qui était le membre de la famille de qui elle était le plus proche, l'a recherché. Donc on voit bien que beaucoup de personnes disparaissent dans d'autres époques et dans d'autres timelines. Et ce qui est inquiétant, c'est que les témoignages que l'on reçoit, c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est les gens qui ont la chance de réchapper à ces distorsions temporelles. Et beaucoup de personnes n'en réchappent pas. Après, ce que je pense, c'est qu'il y a des vortex qui mènent vers d'autres époques ou vers d'autres timelines qui sont présents un petit peu partout et qui s'ouvrent à certaines périodes et que certaines personnes vont malencontreusement rentrer dans ces vortex. Et s'ils n'arrivent pas à en sortir, ils restent coincés ou à une autre époque ou ils restent coincés dans une autre timeline.
il y a aussi des vortex qui mènent vers d'autres dimensions. Et là aussi, c'est pareil, si une personne rentre malencontreusement dans un de ces vortex, elle peut disparaître définitivement. Je vais vous raconter encore une histoire. C'est au Canada, dans les années 2000, et deux jeunes filles étaient en colonie de vacances. Ces colonies de vacances étaient en plein air, comme sont beaucoup de colonies américaines et canadiennes. C'est vraiment en plein air, en pleine nature. Et ces jeunes filles étaient dans un espèce de, ces jeunes filles étaient dans un espèce de campus. Et à côté du campus, il y avait un campus en pleine nature, dans des prairies et tout ça. À côté du campus, il y avait un espèce de petit bosquet. Pas un très grand bois, un bosquet qui faisait peut-être 100 mètres de large. Et un jour, les deux jeunes filles, les deux copines, jouaient jouaient dans le bosquet comme elles le faisaient tout le temps. Et à un moment donné, elles aperçoivent des espèces de buissons qui forment une arche à l'entrée du bosquet. Donc elles s'amusent à rentrer, elles s'amusent à rentrer dans cette arche. Et là, elles se retrouvent dans un endroit qu'elles ne connaissent pas. Le bosquet semble beaucoup plus grand. Il y a, il y a une rivière qui coule et tout ça. Et puis, il y a énormément de fleurs extrêmement belles et tout ça. Donc, les deux jeunes filles continuent d'avancer et là, elles sont émerveillées. Il y a des fleurs partout, des fleurs énormes avec des couleurs qu'elles n'arrivent même pas à décrire, ce qui montre bien qu'elles sont dans une autre dimension. Et elles tournent comme ça 10 ou 15 minutes et elles se rendent compte qu'elles ne peuvent pas sortir du bosquet, qu'elles ne retrouvent pas l'entrée et que le bosquet qui faisait 100 mètres d'épaisseur, ben, il est beaucoup, beaucoup plus grand. Donc elles commencent quand même à se poser des questions, mais elles ne s'inquiètent pas plus que ça. Et ensuite, elles arrivent vers une énorme rivière. Or, dans le bosquet, il n'y avait pas d'énorme rivière. Et de l'autre côté de la rivière, là, elles voient des ombres extrêmement, qui ont l'air vraiment maléfiques. Donc là, elles commencent à vraiment comprendre que quelque chose de terrible s'est passé. Elles paniquent vraiment, elles tournent, elles commencent vraiment à crier. Ça dure pendant demi-heure, trois quarts d'heure et elles ne retrouvent pas la sortie du bosquet. Elles ouvrent et elles commencent vraiment à paniquer. Et là, elles voient tout d'un coup l'arche, symboliquement, des buissons qui forment une arche. Donc elles passent sous l'arche et là, elles se retrouvent dans leur campus. Donc, pour les jeunes filles, trois quarts, une heure au plus s'était écoulée. Et là, quand elles arrivent dans leur campus, il fait nuit et il y a des véhicules et il y a un petit peu des véhicules un peu partout, des véhicules de police un peu partout et tout ça. Et il y a une animatrice qui les prend et qui les secoue et qui leur dit: mais où vous étiez passé? Ça fait près de 12 heures que vous avez disparu. On a prévenu vos parents. On a prévenu la police, on pensait que vous étiez fait enlever et tout ça. Enfin bref, elles se sont retrouvées. Et là encore, on voit bien qu'il y a une disparition physique, on voit bien qu'il y a ce phénomène de distorsion du temps qui est typique des voyages dans d'autres dimensions. Et on voit bien que et on voit bien que les gens les recherchaient, qu'elles avaient disparu physiquement. Donc, ce qu'on peut tirer de ça, c'est que ces jeunes filles ont eu de la chance, parce que si elles n'avaient pas retrouvé cette porte dimensionnelle qui était matérialisée par les espèces de buissons qui formaient une arche, elles seraient restées coincées dans cette dimension parallèle.
Et pour moi, vu la description, c'est pas une timeline parallèle, c'est pas une autre époque, c'est vraiment une autre dimension. Et on peut se poser la question, est-ce que les jeunes filles sont rentrées aléatoirement dans un vortex qui menait vers une autre dimension? Est-ce que les jeunes filles ont, est-ce que les jeunes filles ont été l'objet d'un jeu par des entités sans âme qui les ont mis dans une autre dimension pour provoquer de la peur de la part des adultes et de la part des jeunes filles pour vampiriser leur énergie? On ne peut pas savoir. Toujours est-il que ces jeunes filles se sont retrouvées dans une autre dimension. Donc, il y a vrai, donc ça montre très clairement que beaucoup de disparitions s'expliquent par des personnes qui rentrent aléatoirement dans une autre dimension ou qui sont envoyées dans une autre dimension par les entités non humaines. Et il y a le cas un jour de deux jeunes filles qui sont en train de faire du jogging, qui s'entraînaient pour une course. Et ce cas a été rapporté, je précise, par Tom Lyons. Et un jour, ces jeunes filles voient une espèce d'entité, une ombre qui est dans les airs et et qui se dirige vers elles. Et là, elles comprennent que c'est une entité d'apparence humaine complètement noire. Donc là, une des deux jeunes filles commence à s'enfuir, mais l'autre jeune fille est comme hypnotisée par cette ombre. Et la jeune fille qui s'enfuit appelle son ami, mais viens, pars, mais l'ami ne bouge pas. Et soudain, la jeune fille qui essaye de porter secours à son ami, elle s'arrête parce qu'elle voit que son ami se soulève, elle se soulève dans les airs et elle fusionne avec l'entité. Une fusion avec l'entité, puis plus rien. L'ami disparaît totalement. La jeune fille, paniquée, prévient la police qui mène une enquête et qui finalement dit que l'ami a dû fuguer, tout ça. La jeune fille savait que ce n'était pas vrai, mais en tout cas, il y a eu un blackout total. Il n'y a pas eu d'enquête qui a été menée et tout ça. Et ça, c'est la preuve qu'il y a un tabou derrière ces disparitions mystérieuses. Et cette disparition mystérieuse est liée au phénomène d'abduction. Pour moi, en tout cas, c'est une abduction, mais une abduction définitive. Et ce qu'il faut bien comprendre, et ce que beaucoup de chercheurs, surtout en France, mais même, même dans le monde anglo-saxon, ne comprennent pas, c'est que les abductions sont pour la plupart des phénomènes physiques. Autrement dit, des personnes sont enlevées de leur environnement par des entités extradimensionnelles et quand elles sont enlevées, elles sont vraiment dans une autre dimension, dans une autre réalité ou bien dans une base souterraine et peu importe. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, pendant qu'elles sont abductées, les familles, les familles les recherchent. Et ça, c'est clair. Ensuite, les abductés ont des traces physiques sur leur corps. Lisa O'Hara, par exemple, elle m'a montré des dizaines de radios, d'implants qu'elle a reçus suite à ces abductions. Elle les a d'ailleurs publiés dans son livre Abducted and Furious. Donc, ce sont des phénomènes qui sont absolument physiques. Beaucoup d'abductés ont des traces sur la peau, ce qui montre bien que l'on a affaire à des phénomènes qui sont physiques. Beaucoup de personnes, pendant leur abduction, la famille les recherche. Et d'ailleurs, on voit bien le côté physique, puisque les abductions sont liées au vampirisme psychique, certes, mais aussi au, à la création d'hybrides, puisqu'il y a beaucoup d'hybrides qui sont nés d'abduction, comme on l'a vu dans différents podcasts. Mais le grand tabou parmi les chercheurs en abduction, c'est qu'un certain nombre d'abductés ne reviennent absolument pas.
Et ça, c'est un énorme tabou. J'avais parlé il y a quelques années à une abductée qui disait que certains abductés étaient emmenés dans des espèces de dimensions parallèles où des entités non humaines s'amusaient à pratiquer une espèce de chasse à l'humain et qu'ensuite les abductés étaient dévorés. Euh, ça, ça c'est malheureusement une réalité, c'est que beaucoup d'abductés ne reviennent pas. Il y a un phénomène de mutilation humaine qui est présent dans le monde, où des corps sont retrouvés mutilés, euh, de la même manière que les mutilations animales. Et ce phénomène de mutilation humaine est lié très clairement aux abductions et aux mutilations animales qui sont liées à la présence d'ovnis et d'entités non humaines. Ce sont les mêmes entités qui sont derrière les abductions, les mutilations animales et les mutilations humaines. Il y a un journaliste anglais, Richard Hall, qui a mené une enquête sur les mutilations humaines et il s'est rendu compte que, que l'armée était au courant, que le CMI était au courant, mais qu'il y avait un blackout total. Et ça a été confirmé par une autre chercheuse, Steph Young, et et des ufologues comme le feu Tony Todd parlaient de ce phénomène, mais il y a, il y a vraiment plusieurs décennies de, de cela. Donc beaucoup d'abductés ne reviennent pas. Et tout laisse à penser que les entités non humaines se nourrissent, pour certaines, de chair humaine, ce qui explique un grand nombre de disparitions. On a affaire à des entités qui sont prédatrices. Et du, du reste, David Paulides, par exemple, quand on étudie les cas de disparition sur lesquels il enquête, on se rend compte que avant certaines disparitions, il y a les mêmes phénomènes qui se produisent que lors d'abduction. Par exemple, si une personne qui disparaît et si une personne qui disparaît est accompagnée de quelqu'un, la personne qui l'accompagne va très souvent ou se sentir fatiguée ou va avoir l'attention attirée par quelque chose. Et c'est typique lors d'abduction. Le feu John Mack, par exemple, avait montré qu'avant des expériences d'abduction, l'entourage de l'abducté souvent avait des coups de fatigue ou bien avait souvent l'attention attirée par quelque chose pour séparer l'abducté du reste du groupe. Et c'est très souvent le cas lors de disparitions. Par exemple, Paulides parle du cas d'une jeune fille qui au début des années 80 faisait une randonnée dans les montagnes américaines avec son père et un groupe de touristes. Et un jour, cette jeune fille a envie d'aller prendre la photo d'un lac. Et un membre du groupe décide de l'accompagner. À un moment donné, le membre du groupe qui l'accompagne se sent fatigué et s'arrête à peu près à 100 mètres du lac. Il est obligé de s'arrêter parce qu'il se sent fatigué. La jeune fille descend de 100 mètres pour prendre des photos et elle disparaît à jamais. Ça, on retrouve ça dans les abductions, mais on retrouve ça aussi dans les disparitions. Paulides parle du cas de personnes qui disparaissent, qui sont avec un proche, avec un ami, et l'ami s'endort pour une raison ou une autre, et après la personne n'est pas là. Donc euh, il y a ce phénomène d'anesthésie. Très souvent aussi, des personnes qui disparaissent quasiment au nez et à la barbe des gens qui sont avec eux. Par exemple, qui, il y a des gens qui sont en train de marcher, de faire une randonnée, un randonneur et un peu de vent.
le randonneur qui est derrière se retourne, le temps que le randonneur se retourne, la personne a disparu, comme si elle avait été soulevée par quelque chose amené en l'air. Et très souvent, quand il y a des disparitions, il y a une manipulation du climat. Et ça, c'est typique de technologies non humaines. Par exemple, quand il y a des phénomènes de disparition, euh, les secours les secours vont être bloqués par de la pluie diluvienne ou par de la neige en plein été ou encore par une chaleur qui monte de 10 ou 15 degrés d'un coup. Et ça arrive extrêmement souvent. Et ça, c'est clairement quelque chose qui n'est pas anodin. C'est lié vraiment à une manipulation du climat. Donc, pour résumer, quand il y a des disparitions mystérieuses, très souvent, l'attention de l'entourage, comme dans les abductions, est attirée par quelque chose, ou bien de la personne qui disparaît va s'endormir, ou quelque chose va se passer, et ça arrive dans les abductions. Ensuite, beaucoup de personnes qui disparaissent quasiment devant le nez des gens, comme s'ils avaient été soulevés en l'air par quelque chose. Et ensuite, il y a cette manipulation, il y a cette manipulation du climat. Et ça, c'est typique de technologies non humaines, comme si c'était pour bloquer, comme si c'était littéralement les, pour bloquer les secours. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Et on retrouve ça dans les abductions. Du reste, Paulides commence à arriver à la conclusion que disparition et abduction sont liées. Il a d'ailleurs fait un film sur le thème. Et ça, c'est très important parce que au début, il ne tirait pas de conclusion. Maintenant, il fait le lien entre disparition, abduction et phénomène ovni. Enfin, entre certaines disparitions, parce qu'il y en a d'autres qui sont indépendantes des abductions et qui sont vraiment liées à des glissements dans le temps. Ensuite, dans des cas de disparition, parfois la personne est retrouvée vivante et dans ce cas-là, il y a une amnésie totale, comme c'est le cas dans de nombreuses abductions. Donc, euh, donc on voit bien qu'il y a ce phénomène de missing time. Parfois, la personne va raconter un récit qui ressemble à une abduction. Par exemple, un garçon de 3 ans faisait du camping sauvage avec ses grands-parents et il disparaît. Et il est retrouvé 24 heures plus tard, heureusement, mais là il décrit avoir été amené sous terre et avoir vu un robot qui ressemblait à sa grand-mère, mais, mais qui n'était pas sa grand-mère. Il sentait que ce n'était pas sa grand-mère. Et un robot, le garçon, pour moi, décrivait un clone avec du langage de son âge. Et ce qui est étrange, c'est que la grand-mère avait vécu aussi des expériences d'abduction et que beaucoup d'abductés sont clonés lors d'abduction. Donc on voit bien qu'il y a quand même ce lien entre certaines disparitions et des abductions. Et toujours pareil, on retrouve dans des disparitions cette espèce de jeu pervers de la part des entités que l'on retrouve dans les abductions, que l'on retrouve dans des contacts, que l'on retrouve dans beaucoup de phénomènes paranormaux. Un jour, Paulides rapporte le cas d'un randonneur qui disparaît et qui disparaît pendant qu'il fait une randonnée. Donc là, pareil, il y a tous les facteurs tous les facteurs qui montrent qu'il y a un facteur non humain qui intervient, une disparition mystérieuse dans un endroit où on ne peut pas disparaître. Quand les secours sont arrivés, une pluie diluvienne qui se met à tomber, ce qui bloque le travail des secours. Ensuite, la personne disparaît. Et
plusieurs mois ou années plus tard, peu importe, il y a deux randonneurs qui se promènent parce que c'était sur un lieu de randonnée relativement connu aux États-Unis. Deux randonneurs se promènent à l'endroit où ce randonneur a disparu. Eux ne sont même pas au courant de la disparition puisque ça a été plus ou moins oublié. Et alors qu'ils marchent, ils voient un corbeau posé sur une souche. Bon, jusqu'à là, rien d'anormal, mais le corbeau se met à coasser, à coasser, à coasser et à faire un maximum de bruit. Donc, il trouve ça bizarre et plus il s'approche, plus le corbeau coasse. Alors que d'habitude, un corbeau, ben, quand quelqu'un s'approche, il s'envole là, il coasse, il reste sur place et tout. Donc, ils disent, on va aller voir. Et juste en dessous de la souche, il découvre des restes humains. Et les restes humains correspondaient, correspondaient malheureusement à ceux du randonneur disparu. Or, et c'est là où c'est extrêmement mystérieux, le randonneur disparu a été retrouvé à des endroits où les secours sont passés et repassés. Et, et il ne pouvait pas le rater. Et moi, ce que je trouve d'encore plus mystérieux, c'est qu'il y a ce corbeau qui est là, qui guide justement ces personnes pour retrouver le corps. Et ça, c'est typique du jeu des entités sans âme qui jouent avec les gens. Et pour moi, le corbeau, c'est une manipulation de la perception du coup par les entités sans âme, ou c'est un effet lié aux entités sans âme pour que le couple retrouve le corps du randonneur. Et c'est comme si les entités sans âme ont enlevé le randonneur, l'ont tué, consommé, et ensuite ont placé ses ossements, à un endroit pour qu'il soit découvert par ce couple et que les entités ont tout fait pour que le couple le découvre. Donc c'est un espèce de jeu pervers, absolument abject, mené par les entités non humaines. Et ce jeu, on le retrouve vraiment dans beaucoup de phénomènes paranormaux, comme les abductions, les contacts, les transmissions de channeling. Et quand on étudie tout ça, on voit que les entités non humaines jouent avec les contactés, jouent avec les channels, jouent avec les abductés. C'est un jeu absolument pervers pour vampiriser leur énergie psychique. Et là, on voit bien qu'il y a un jeu des entités qui jouent avec les secouristes pour les faire tourner en rond, qui jouent ensuite avec ce couple pour qu'ils découvrent le corps. Et quand on lit Polyidès, on se rend compte que on se rend compte que il y a cette espèce de jeu absolument pervers de la part des entités. Un jour, ça se passe à Chicago, si ma mémoire est bonne, dans les années 70, toujours un cas rapporté par Polyidès. Il y a un jeune homme qui décide de faire une randonnée à ski. C'est un jeune étudiant dans une université euh, relativement connue aux alentours de Chicago. Euh, et c'est quelqu'un qui voulait, si ma mémoire est bonne, devenir journaliste ou en tout cas travailler dans le milieu du journalisme ou dans le milieu de la littérature, peu importe. Donc il était à l'université, un étudiant tout à fait, tout à fait sérieux, tout à fait bien intégré, qui avait des très bons résultats et tout ça, et qui aimait beaucoup randonner. Un jour, il décide de faire une randonnée à ski le long des, des lacs, et il faut savoir que les lacs en hiver sont complètement gelés et tout ça, qu'il y a énormément de neige dans cette région. Il part faire sa randonnée et il ne revient pas. Les secours sont appelés et il retrouve les traces des skis du garçon. Et les traces s'arrêtent net, comme si le garçon avait disparu de la surface de la Terre. Donc
le père est prévenu et tout ça. Les secours émettent l'hypothèse d'une noyade, bien qu'aucun trou dans la glace n'est trouvé et que le jeune homme était quand même à plusieurs centaines de mètres de la glace et que c'était pas son genre d'aller marcher sur la glace. Donc le père est prévenu et tout ça. Et au bout de quelques jours, les recherches s'arrêtent et le garçon est déclaré mort, très probablement tombé sous la glace. Donc le père est dans un état terrible et l'université donne au garçon son diplôme à titre posthume. Près d'un an après la disparition, la tante du jeune garçon qui habitait sur la côte est américaine reçoit un appel très confus et tout ça. Et la personne qui était au bout du fil disait être son neveu et qui s'est retrouvé dans l'herbe avec un sac à dos et des vêtements qui ne lui appartenaient pas. Donc la tante pense que c'est une plaisanterie de mauvais goût, mais elle va quand même sur place et elle retrouve près de la cabine téléphonique. N'oublions pas que c'est les années 70, l'époque des cabines téléphoniques. Son, son neveu avec un sac à dos qui ne lui appartenait pas, avec, avec de l'argent qui ne lui appartenait pas. Il n'était pas allé randonner avec de l'argent et des vêtements qui ne lui appartenaient pas. Donc là, elle est vraiment contente et tout ça. Le père est prévenu et le jeune homme n'avait aucun souvenir de ce qui lui était arrivé pendant un an. Pour moi, il a très probablement ou été transporté dans une autre timeline, ou alors il a été abducté, enlevé par des entités non humaines, qui ensuite l'ont ramené et qui, à mon avis, ces entités jouaient avec les émotions du garçon et surtout de ses proches. C'est un jeu absolument pervers et vicieux, mais on a affaire à des entités vampiriques. Toujours est-il que cette personne est devenue psychologue à New York. D'après Paulides, elle exerce encore et elle n'a aucune envie de parler, elle n'a aucune envie de parler de tout ça. Et il y a vraiment pas que des humains qui disparaissent, il y a aussi des objets qui, qui disparaissent. Tout cela semble être des glitches, des manipulations de l'espace et du temps. Par exemple, je parlais avec plusieurs personnes qui disent avoir posé des objets à un endroit précis, qui se rappellent de ça, et ils sortent, et quand ils reviennent, les objets ne sont pas là. C'est des petits objets, c'est en général des clés, des clés, ça peut être un téléphone, ça peut être un petit bibelot ou quelque chose comme ça, mais il y a aussi ces disparitions d'objets qui semblent être effacés de la réalité. Donc, est-ce que c'est des bugs de la matrice ou est-ce que ça fait partie du jeu des entités non humaines qui jouent avec nous? Toujours est-il que tout laisse à penser que les entités sans âme sont capables d'effacer des objets et des personnes de la réalité. Et je, je vais donner des exemples précis de personnes qui sont littéralement effacées de cette réalité. Et une, une personne, une personne va se rappeler parfois de ces personnes, mais parfois personne ne s'en rappelle, comme s'ils étaient effacés de cette réalité. Ça se passe aux États-Unis et ça se passe aux États-Unis et c'est un homme qui a un travail de bureau relativement
relativement sympathique et tout ça. Et il aime beaucoup son travail parce qu'il a un collègue qui s'appelle Charlie. Et son collègue Charlie, c'est quelqu'un qui est super rigolo, c'est quelqu'un qui apporte toujours des bonnes choses à manger et, et c'est quelqu'un de super sympathique, beaucoup plus ouvert que les autres collègues de bureau. Donc, ce jeune homme aime beaucoup son travail, essentiellement à cause de Charlie. Et tous les jours, quand il va au travail, il prend le café avec Charlie, et à tel point qu'il se lie une solide amitié entre eux. Charlie invite, le, Charlie invite le jeune homme même à rencontrer sa famille. Le jeune homme dit que la femme de Charlie est charmante, qu'il a deux filles hyper sympathiques et tout ça, donc il devient vraiment un ami de la famille. Et un jour, Charlie ne vient pas au travail. Donc le jeune homme n'est pas plus inquiet que ça parce qu'il se dit il est malade, mais au bout d'une semaine, Charlie ne vient pas. Donc il appelle Charlie et là, il n'y a pas de sonnerie à son téléphone. Et il demande à son patron euh, où est Charlie? Et le patron dit il n'y a jamais eu de Charlie qui a travaillé ici. Donc il lui dit, mais vous me faites une blague? Ah non, non, il n'y a jamais eu de Charlie qui travaille ici. Donc, il est consterné, il demande à ses collègues de travail, et les collègues de travail lui disent qu'il n'y a jamais eu de Charlie. Donc, le garçon se retrouve dans un travail sans son meilleur ami, avec qui pourtant il mangeait tous les jours, il prenait le café tous les jours, qui était très populaire, mais là, personne ne se rappelle de lui. Donc, il a du mal à intégrer cette nouvelle réalité, mais il intègre, il se pose quand même des questions. Est-ce que je suis fou? Qu'est-ce qui m'arrive et tout. Mais il se rend bien compte qu'il n'est pas fou et que quelque chose de bizarre est arrivé. Mais comme c'est le cas quand beaucoup de personnes vivent des phénomènes paranormaux, il ne veut pas savoir. Et 3 mois plus tard, alors qu'il passe dans la rue principale de sa ville, il rencontre, il rencontre un SDF. Et il voit le SDF et il regarde une autre fois. Et là, il voit que le SDF ressemble à Charlie. Donc, il va donner une pièce au SDF et quand il s'approche du SDF, euh, il se rend compte que c'est Charlie. Que, à part avoir une barbe longue et des traits beaucoup plus tirés et un accoutrement absolument abominable, il se rend compte que c'est Charlie. Donc il commence à dire au SDF, mais pourquoi tu es comme ça et tout. Et le SDF le regarde et tout ça, puis il dit, mais Charlie, on était ensemble au travail il y a 3 mois. Et là, le SDF s'adoucit et effectivement, le SDF, le SDF, c'est bien Charlie. Donc il commence à parler et tout, mais il dit, pourquoi tu es dans cet état-là? Et le SDF lui dit, oh, c'est il y a 15 ans de ça. Je travaillais dans un bureau, j'avais une femme et des enfants, mais on m'a viré du bureau et ça a provoqué une spirale infernale, ce qui a fait que ma femme et mes enfants m'ont quitté et que je me suis retrouvé SDF. Donc là, le jeune homme dit mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça fait 3 mois, il y a 3 mois, tu étais dans le bureau, j'ai rencontré ta femme et tes enfants et tout ça. Il lui dit non, non, c'est pas possible. Ça fait plus de, ça fait 15 ans que je n'ai pas travaillé, que ma femme, mes enfants sont partis. Vous êtes complètement fou et tout ça. Mais après, le jeune homme dit les prénoms des filles et de la femme, et là, Charlie s'adoucit un peu. Et le jeune homme propose de l'aider, mais Charlie ne veut absolument pas. Et donc, après ça, le jeune homme décide quand même d'aller porter de la nourriture à Charlie quelques jours plus tard, mais il le voit que de loin et il n'arrive pas. Et quelque chose se passe, ou son téléphone sonne ou un truc comme ça, et il n'arrive pas à re-rentrer en contact avec Charlie. Après, il ne le voit plus. Et là, on peut très clairement penser que la timeline a été modifiée pour que Charlie
soit effacé de la mémoire de, de ses collègues de travail, de tout le monde sauf du jeune homme, et que la timeline a été modifiée pour que Charlie se retrouve dans une vie totalement différente, ou dans la même timeline, il avait été viré 15 ans plus tôt, d'abord de son travail, puis par sa femme, et tout ça. Ça, c'est typique de manipulation de timeline par les entités sans âme. La personne ne disparaît pas, mais sa vie est totalement modifiée et son souvenir est effacé des gens de son ancienne vie. Et ça, c'est typique du jeu absolument pervers des entités sans âme. On voit très très bien qu'elles jouent avec nous. Dans d'autres cas, des personnes sont littéralement effacées d'une timeline. C'est le cas, par exemple, de ce, c'est le cas de ce jeune américain qui était dans un groupe de musique et qui était très ami avec un guitariste britannique. Et un jour, le guitariste britannique n'est pas venu aux répétitions, ce que le jeune homme a trouvé bizarre parce que c'était toujours le premier aux répétitions. Et là, il demande au groupe où est Jimmy. Et le groupe a dit on ne connaît pas de Jimmy, il n'y a jamais eu de Jimmy dans le groupe. Et c'est comme si Jimmy avait été effacé de la mémoire de tout le monde, sauf du, sauf du, euh, sauf du jeune homme. Et on peut penser que certaines disparitions, dans le cas de certaines disparitions, des gens sont effacés. Et techniquement, la disparition n'existe même pas, puisque cet effacement s'accompagne souvent de l'effacement de la mémoire des proches et de la modification instantanée de la timeline. Et ça, c'est possible parce que notre univers est holographique et programmable comme un jeu vidéo. Mais c'est une disparition quand même, mais c'est très triste parce que c'est une disparition qui n'est même pas constatée, puisque les gens sont reprogrammés à ne pas s'en rappeler. Et c'est comme si la personne n'existait plus dans cette timeline. Pour comprendre un peu ce concept, il faut voir la série Fringe, où un jour le héros principal, donc Peter Bishop, est effacé de la timeline. Et à ce moment-là, personne ne se souvient de lui, ni sa compagne, ni ses collègues de travail, ni son père. C'est comme s'il n'existait pas. Et ce phénomène d'effacement arrive. C'est ce qui explique que Guittarad avait constaté au début des années 70 que 5 millions de personnes avaient disparu aux États-Unis, que la population devait être à 250 millions alors qu'elle était à 245 millions, et ce n'était pas explicable démographiquement. Donc ça pour moi, certaines de ces personnes ont disparu, prises par des entités non humaines, passées dans des vortex et tout ça, mais la plupart de ces personnes ont été littéralement effacées de la timeline. Et ça explique aussi l'effet Mandela, où des personnes ou des objets sont effacés de la timeline. Inversement, j'ai reçu récemment le témoignage d'une d'une personne qui disait un de ses voisins était décédé quelques mois avant, donc elle était vraiment triste et tout. Et un jour, en faisant ses courses, elle voit ce voisin euh, qu'elle pensait, qu'elle pensait décédé, et elle se met à lui parler, tout ça, comme on parlerait à quelqu'un d'autre, et elle comprenait absolument pas ce qui était arrivé. Et ça, c'est typique de manipulation de timeline, où le voisin, où le voisin, où la timeline autour de la dame a été manipulée pour qu'elle se retrouve dans une autre timeline où le voisin n'est pas décédé, ou alors le voisin décédé a été réinséré dans la timeline. C'est le jeu des entités sans âme qui joue avec les timelines. Mais en tout cas, j'ai reçu plusieurs témoignages comme ça de jeux des entités avec les timelines. Par exemple, un jour, dans le Var, euh, une jeune femme était en train de rentrer de l'école, donc ça s'est passé il y a 25 ou 30 ans. Elle rentre de l'école et elle se fait percuter par une voiture. Elle se sent mourir, elle sent le goût de sang dans la bouche, dans sa bouche et tout ça. Et elle se sent mourir et soudain, elle est en train de marcher
comme si de rien n'était. Elle en parle, elle en parle à sa mère qui lui dit, qui lui dit tu es complètement folle et tout ça, tu n'as jamais été écrasée par une voiture, du reste elle n'était pas blessée et tout. Et cette personne, on peut émettre l'hypothèse que dans une timeline, elle est morte et qu'ensuite son point d'attention a été mis dans une autre timeline où elle n'était pas morte. Est-ce que c'est lié à un bug dans la matrice? Est-ce que c'est lié au jeu des entités sans âme? Peu importe, mais il y a énormément de cas, il y a énormément de cas comme ça. Donc, donc c'est vraiment quelque chose qui va très loin. Et puis aussi, il y a des disparitions qui sont liées à des cryptides. Beaucoup de personnes qui vont rentrer, par exemple, dans le territoire de Bigfoot, dans le territoire de fées ou de gnomes, qui représentent cette humanité parallèle dont on a déjà parlé dans un précédent podcast, peuvent disparaître, non pas parce que ces êtres sont méchants, mais parce que ces humanités parallèles ont peur de nous, ce qui explique qu'elles sont extrêmement hostiles vis-à-vis de l'Homo sapiens sapiens. Pourquoi? Parce qu'elles se méfient de nous, parce qu'elles savent qu'on est complètement contrôlé par les entités sans âme, et vraisemblablement ces humanités parallèles sont contrôlées par les entités sans âme, sinon elles ne seraient pas dans cette matrice, mais moins contrôlées, et à cause de ça, elles se méfient de nous. C'est ce qui explique que très souvent, quand des humains Homo sapiens sapiens rencontrent des membres d'une humanité parallèle, il y a une énorme hostilité de la part des humanités parallèles parce que les humanités parallèles nous, nous craignent. D'ailleurs, ces rencontres entre membres d'humanités parallèles et, et Homo sapiens sapiens sont très bien décrites dans les ouvrages de Tom Lyons qui montrent que cette humanité parallèle euh, peut parfois nouer des liens avec nous. Par exemple, il y a des personnes qui arrivent à s'approcher de Bigfoot et à les nourrir, et même à échanger avec les Bigfoot parce qu'ils ont une forme de langage, ils ont une intelligence qui est proche de la nôtre, mais il y a beaucoup de personnes qui rentrent sur le territoire des Bigfoot et qui disparaissent parce que les Bigfoot ont peur de l'humanité. Donc beaucoup de disparitions peuvent aussi s'expliquer par des rencontres fortuites avec des membres d'humanité parallèles et aussi avec des hommes féraux. Alors, selon Lone Strickler, aux États-Unis notamment, mais ça existe un petit peu partout, il y a des gens qui choisissent de se retirer de la société et qui vont ensuite vivre des vies parallèles. Mais c'est pas se retirer de la société comme des gens qui sont dans un éco-village, c'est vraiment se retirer de la société et retomber vraiment à l'état féral. Par exemple, il y a ce ranger d'un parc national dans les Appalaches, qui disait que quand le parc national avait été créé dans les années 1810-1820, il y a des personnes qui ne voulaient pas être expulsées de leur terre, donc qui ont décidé d'y rester et de rester dans les terres du parc national. Ces personnes se sont reproduites entre elles, il y a eu de la consanguinité et tout ça, et au fil des décennies, euh, ces personnes se sont totalement coupées de la civilisation, civilisation entre guillemets, totalement coupées du reste de l'humanité et sont devenues prédatrices vis-à-vis de l'Homo sapiens sapiens, vis-à-vis de l'humanité classique, vis-à-vis des humains normaux. Ces gens se sont tellement coupés qu'ils sont devenus prédateurs, refusant littéralement l'entrée d'humains sur leur territoire. Et selon ce ranger qui témoignait sur une chaîne YouTube, beaucoup de disparitions mystérieuses dans certains parcs nationaux sont liées à ces humains redevenus féraux. Et le thème est abordé dans les films Wrong Turn sous un aspect
très exagéré, bien évidemment, mais le thème est là. Il y a des communautés d'humains qui sont redevenus féroces. On ne parle pas d'humanité parallèle et tout, on parle d'humanité d'évoluer. Et ça a été confirmé par Lone Strickler et tout ça, qui a enquêté sur des cas de personnes qui ont été attaquées par des humains féroces. On peut aussi imaginer, et là c'est un petit peu différent, qu'il y a des humanités, des branches de l'humanité, des branches de l'Homo sapiens sapiens, qui n'ont jamais eu de contact avec le reste de l'humanité. Là, c'est des gens qui ne sont pas devenus féroces, mais qui sont restés isolés. Et selon Lone Strickler, aux États-Unis, il y a des tribus amérindiennes qui n'ont jamais eu de contact avec l'homme blanc. Et ça, c'est très très bien pour elles, parce que quand on voit les horreurs qui se sont passées, c'est très très bien pour elles. Mais ça existe, de même qu'il y a des tribus euh, au Brésil et au Pérou et en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui n'ont jamais eu de contact avec le reste de la civilisation. Et certains, et les clashs entre ces tribus, qui ne sont pas des gens retournés à l'état féral, c'est encore différent. Ce sont des humanités qui ne sont pas rentrées dans la civilisation, qui ont préféré garder leur mode de vie primitif entre guillemets. Et ça, c'est bien leur en prend, parce que sinon elles auraient été détruites. Mais en tout cas, en tout cas, il peut y avoir des conflits parce que ces tribus isolées ont peur de, de la civilisation et à juste titre. Et selon des chiffres tout à fait officiels, il y a 200 à 300 tribus isolées en Amazonie et à peu près une centaine en Papouasie-Nouvelle-Guinée et très probablement aussi des, des Indiens totalement isolés. Et là, c'est un petit peu comme avec Bigfoot, il peut y avoir des conflits avec le reste de la civilisation parce que ces tribus, elles ont peur d'être découvertes. Donc, parfois, ça peut entraîner des disparitions et des choses comme ça. Mais c'est pas que ces tribus sont méchantes ou quelque chose comme ça, c'est qu'elles ont peur d'être découvertes. Ça n'a rien à voir avec les hommes féroces qui, eux, faisaient partie de la civilisation et ont ensuite évolué pour des raisons ou d'autres. Là, ce sont des tribus qui ont choisi de ne jamais avoir de contact avec les civilisations pour se protéger. Quand je dis civilisation, c'est entre guillemets. Et ça peut expliquer aussi certaines disparitions. Donc, en tout cas, c'est vraiment un dossier extrêmement vaste et bien évidemment, on va continuer d'enquêter sur cela. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube au-delà de l'illusion. Merci beaucoup.